Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct sur le plateau d'Infrarouge pour la dernière émission de la saison déjà. Et oui, avec ce soir un sujet de saison, justement, cet été qui brûle, qui a brûlé très très fort. Vous l'avez tous vécu jusqu'à hier soir, 20h sous nos contrées. Cet été qui nous interpelle et qui nous angoisse. Comment est-ce qu'il faut l'accueillir, cette canicule ? Est-ce qu'on peut encore s'en réjouir, partir à la plage, griller des saucisses sans se sentir coupable, ou au contraire, est-ce qu'il faut se fâcher avec cet été qui est annonciateur probablement du pire et l'accueillir avec angoisse? Vous vous posez certainement la question. Vous savez que les médias se la posent quand il s'agit de savoir comment il faut traiter cette canicule. Peut-on encore montrer des images de gens heureux au soleil? C'est une vraie question. Puis de manière générale, entre le climat, les pandémies, la pandémie, peut-être les pandémies, la guerre, les conflits, les rapports interpersonnels qui se corsent. Est-ce qu'on est condamnés tous autant que nous sommes à l'anxiété, ou est-ce qu'on peut retrouver l'espoir, la foi dans un avenir qui nous meut, nous les êtres humains? Vaste programme pour une seule petite heure d'émission et 5 invités autour de la table. Sonia Seneviratne est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Climatologue, professeur à l'EPFZ, membre du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, faut-il le rappeler tellement il est connu, co-auteur de beaucoup de choses au GIEC, notamment du 6e rapport d'évaluation qui fait beaucoup parler de lui depuis maintenant une petite année. Nicolas Youtzet, bonsoir. Bonsoir. Responsable de projet à l'Institut libéral, cofondateur et animateur de Liberté, ancien des jeunes libéraux radicaux. Pas du tout climato-sceptique, mais confiant quand même dans le génie humain qui a fait ses preuves jusqu'ici selon lui. Fernand Cuche, bonsoir. Bonsoir. Membre des Verts, ancien conseiller d'État neuchâtelois, ancien conseiller national, ancien secrétaire général d'Unitaire, l'Union des producteurs avant, écologiste de la première heure, pour qui la panique n'est probablement pas la meilleure conseillère, même si elle s'impose un petit peu. Bertrand Kiffer est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de la Revue médicale suisse, médecin éthicien qui constate un réchauffement concomitant du climat et du climat humain, des esprits qui s'échauffent eux aussi. Et enfin, Léa Zucchienetti est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Militante pour la campagne Renovate Switzerland, éco-anxieuse, déterminée à faire bouger les choses, littéralement toutes affaires cessantes, je souligne 2 fois, toutes affaires cessantes. Alors faut-il détester l'été? Bienvenue dans Infrarouge. Léa Zucchienetti, je vous fais le sale coup de commencer avec vous, même si vous avez les reins. On vous a vu récemment littéralement collé avec vos compagnons, camarades de route de Renovate Switzerland, collé à l'autoroute. Vous avez été arrêté pour ça. Vous avez aussi, c'est une cause à laquelle vous avez décidé de vous vouer complètement. Vous avez arrêté les études que vous aviez entreprises. Je ne veux pas vous demander si vous faites partie de ceux qui fêtent la canicule, les lunettes de soleil sur le nez à la piscine, non? Non, moi je m'inquiète beaucoup pour mes grands-parents et je crois que c'est pénible pour tout le monde, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir de la vie et qu'il ne faut pas profiter du soleil. Mais je vois surtout les risques qui sont devant nous et les 50 degrés qu'il y a eu en Inde. Et je m'inquiète simplement pour mes grands-parents. C'est difficile de ne pas y penser, même à la plage, même quand il fait beau, même si on aimerait penser à autre chose, quoi. Je crois que c'est difficile que personne n'y pense pas en fait à ça. Nicolas Youtzet, vous aussi, il vous angoisse cet été? Vous ne pouvez pas aller à la plage, je ne sais pas si vous allez à la plage, mais sans penser aux 50 degrés en Inde. Je suis plutôt un homme de printemps ou d'automne, donc l'été, en général, c'est pas trop ma saison, mais c'est aussi pas ma façon de faire, de politiser ou de symboliser le comportement des gens et de leur reprocher. Donc je pense que l'été, pour beaucoup de personnes, c'est un moment heureux. Soit ils retrouvent leur famille s'ils viennent d'un autre pays, ou ils ont des moments plus calmes. Donc déjà, sur ce principe, je politiserai pas le comportement des gens et je les sanctionnerai pas pour ça. Et deuxièmement, on est face à un défi. Le défi est de plus en plus clair pour une majorité de la population. Et je crois pas qu'ici, l'hystérisation ou le fait de les confronter à des avis qui peuvent les affoler est forcément une bonne conseillère. J'ai l'impression que pendant une vingtaine d'années, maintenant, on a essayé de faire une sorte d'entre-deux, d'en même temps, comme dirait Emmanuel Macron, entre une politique symbolique et une politique... Absolument, c'est le même échec de la politique climatique. Pour l'instant, on a utilisé beaucoup de symboles qui coûtaient très cher, mais qui n'étaient pas tellement visibles pour les gens, parce qu'on a préféré des mesures qui allaient dans le bon sens, qui étaient symboliques, mais qui n'avaient pas beaucoup d'efficacité. Parce que les mesures efficaces, elles coûtent quelque chose, mais elles ont une efficacité. Donc peut-être que ce moment d'été très fort... Donc on va entrer dans l'âge adulte maintenant. C'est ce qu'on peut espérer, mais ça serait lié à un aspect plus rationnel, on va dire, de la thématique climatique qui peut arriver avec le temps, plus on est confronté à des états spectaculaires comme maintenant.
Alors, dans quelle tendance s'inscrit-elle? D'abord, cette canicule qui échauffe les esprits sur le plan scientifique, d'abord, vous dirais-je. Je ne vais pas vous mentir, le début de l'émission va être un tout petit peu plombant, mais je vous promets, ça va un peu mieux, ça va aller, j'espère, un peu mieux en avançant, parce que pour l'instant, sur le plan scientifique, les choses sont claires. Il y a effectivement de quoi être préoccupé. Accrochez vos ceintures, c'est le brief de Christophe Siron. Une météo hors norme. On a frôlé les 37 degrés ce week-end à Beddsnow, un record pour un mois de juin. Une canicule et une sécheresse précoce dans un pays où les montagnes verdissent à grande vitesse depuis 40 ans, preuve de l'impact du changement climatique. D'ailleurs, peut-on encore profiter de l'été en toute insouciance quand les images qui nous viennent de partout révèlent un monde qui suffoque? Voyez l'Europe. En France, record absolu de chaleur au Mont Blanc, 10 degrés mesurés samedi à 4750 mètres d'altitude. Des rouleaux de vent, conséquence d'une percée d'air frais dans une zone caniculaire, ont provoqué la panique en Normandie, tuant même un kitesurfer projeté contre un bâtiment. Les prévisionnistes météo n'ont rien vu venir. En Italie, le plus long fleuve du pays, le Pô, atteint à peine un quart de son volume normal. Et dans le nord-ouest espagnol, des incendies ont déjà ravagé des dizaines de milliers d'hectares. L'Organisation météorologique mondiale craint de voir ce genre d'épisode s'amplifier à l'avenir. Conséquence du changement climatique, les vagues de chaleur se déclenchent plus tôt, elles deviennent plus fréquentes et plus sévères à cause de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui atteint des niveaux records. C'est aussi ce qui a provoqué les inondations de Yellowstone. 10 000 visiteurs évacués en catastrophe du plus ancien parc national américain la semaine dernière. Plus inquiétant encore, en Inde et au Pakistan, la température frôle depuis 2 mois les 50 degrés. La chaleur, combinée à des niveaux élevés d'humidité, dépasse le seuil de ce que le corps humain peut supporter. Mais au milieu de toutes ces catastrophes, une récente découverte révélée par la revue Science vient donner de l'espoir. On a repéré une nouvelle population d'ours polaires dans le sud-est du Groenland, capable de s'adapter au dégel et potentiellement de survivre aux pires prévisions. Tout n'est donc pas perdu. Et si on gardait la tête froide ? Sonia Seneviratne, on va profiter de votre expertise pour vous poser quelques questions d'abord factuelles. Ensuite, on parlera vraiment de la manière dont on doit accueillir tout ce corpus de savoir scientifique. Factuellement, scientifiquement, ce que nous décrit Christophe Siron, là, c'est notre nouvelle normalité, quoi qu'on fasse ? Voilà, exactement, parce qu'en fait, donc le CO2 reste très longtemps dans l'atmosphère, donc il faut bien réaliser que le réchauffement climatique qu'on a eu jusqu'à présent, en gros, il est irréversible. Ça va rester dans ces conditions, en fait, pendant des centaines, des milliers d'années. Maintenant, ce qui est en jeu, c'est est-ce qu'on arrive à stabiliser le réchauffement ou est-ce qu'on va avoir encore des conditions bien pires? Alors, on peut reprendre les quelques indicateurs, les grands indicateurs de température, puisque c'est d'abord ça qui est notre boussole. Il faut limiter à 1,5 degré le réchauffement. Les températures, elles ont grimpé de 1,1 degré à l'échelle du monde par rapport à l'ère pré-industrielle. En Suisse, c'est beaucoup plus marqué, plus 2 degrés. Ça, c'est et puis on voit la courbe est absolument parfaitement claire. J'aimerais insister sur cette histoire de l'irréversibilité, parce que y a quelque chose d'assez effrayant là-dedans. Enfin, l'irréversibilité, c'est pas de Max. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est déjà perdu? Ou expliquez-nous bien l'irréversibilité. Non, on peut stabiliser les choses à un niveau viable, mais on ne retrouvera pas la glace sur la rade à Genève de sitôt, quoi. Voilà, exactement. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le CO2 a une très longue durée de vie. Une fois qu'il est émis, il va rester, comme mentionné, donc, pendant des centaines à des milliers d'années. Donc, ce qui veut dire que si maintenant on arrêtait toute émission de CO2, en fait, on ne va pas retourner au climat qu'on avait au 19e siècle. On va simplement se stabiliser à peu près aux températures qu'on a actuellement. Et ça, je pense que c'est un aspect qu'il faut vraiment réaliser, parce que dans le cas d'autres crises, en fait, quand on arrête la cause de la crise, la crise disparaît. Ouais. Et ce n'est pas du tout le cas pour le climat. Alors,
ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui ressort vraiment de ce 6e rapport du GIEC. C'est d'abord le lien qui est avéré, démontré entre les phénomènes météorologiques extrêmes que l'on vit et la tendance globale du réchauffement. Et puis ensuite, c'est une sorte de granularité aussi dans l'observation qui vous permet de dire ici, ça va se passer comme ci et là, ça va se passer comme ça. Et ça, c'est nouveau. Oui, c'est vrai qu'on a plus d'informations régionales. Enfin, je veux dire, en gros, les informations sont similaires à ce qu'on avait avant, mais ce qui est assez nouveau, c'est quand même qu'on a beaucoup plus d'évidence sur les changements des événements extrêmes. Ça, c'est un sujet sur lequel, en fait, on a eu beaucoup de développement, en partie aussi, parce que par rapport au rapport du GIEC qui a été publié en 2013, on a simplement eu plus d'événements. Donc maintenant aussi, on commence à avoir des événements, on peut dire vraiment, on voit clairement que ces événements n'auraient pas pu avoir lieu sans l'influence humaine sur le climat. Et puis, ce qu'on a au niveau régional, c'est qu'on voit, par exemple, qu'aucune région n'est épargnée. En fait, toutes les régions du globe sont affectées d'une manière ou d'une autre. Oui, d'une façon ou d'une autre. Mais pour certaines, de manière plus supportable que d'autres, probablement. Oui, mais par exemple, si on prend l'Europe centrale, en fait, c'est une des régions qui est le plus affectée. Donc la Suisse n'est certainement pas épargnée. On a à la fois une augmentation des canicules, des précipitations extrêmes et des sécheresses. Ferdinand Cuche, aujourd'hui, on a donc le droit, et même on a raison de dire, il fait chaud, c'est à cause du réchauffement. Il fait trop chaud, c'est à cause du réchauffement. On a pourtant reçu, et on continue de recevoir, et on continuera de recevoir, je vous le garantis, après cette émission, des dizaines de messages qui nous disent « Oh, la belle affaire, il a fait chaud pendant 3 jours. C'est quoi cette émission gauchiste sur la météo ?» Oui, alors, je veux dire, l'événement est tellement impressionnant, il est mondial, qu'il crée un effet de... On nie un peu l'évidence. C'est comme si on ne voyait pas que ça se réchauffait, pour essayer de se rassurer. Et moi, je rencontre des gens qui trouvent des discours, des moyens, des argumentations pour essayer de dire mais non, c'est pas si grave que ça. On retrouve ça de temps en temps encore chez les aînés qui disaient mais on se souvient des sécheresses de... On l'entend beaucoup, hein. Moi, on a reçu plein de messages qui nous disaient moi j'étais dans les champs 69, on cramait. Ouais, on va s'en référer à 76, à 2003. Mais quand on observe aujourd'hui ce qui se passe au mois de juin avec ces extrêmes de température, c'est une confirmation. Alors entre nous, moi j'aimerais bien qu'on se trompe. Hein. Moi j'aimerais bien qu'on se trompe et puis que dans une année ou 2 ans, on se dise je pense, c'est pas trop ce qui s'est passé. Les ordinateurs ont foiré. Mais quand on voit sur la surface terrestre tout ce qui concourt à prouver, comme si on avait encore besoin de le prouver, que ça ne va pas bien du tout et que ça se réchauffe, j'en reste pantois. On aura peut-être l'occasion d'y revenir après, sûr. Mais il y a un effet de stupéfaction et on a besoin de se rassurer et chacun bricole un peu dans son coin des arguments pour ne pas voir la réalité telle qu'elle est dans sa véritable dimension. Pour qu'on se trompe vraiment, il faudrait que beaucoup d'ordinateurs aient planté de la même manière et en même temps, ce qui paraît effectivement peu probable. Bertrand Kieffer, dans ce contexte-là, il y a ceux qui voient, qui ne voient pas le sujet, qui nous écrivent, nous disent c'est quoi cette émission, et puis évidemment il y a ceux qui le voient, et puis il y a aussi ceux qui ne voient plus que le sujet, et plus que ce sujet-là. Et la question qui nous habite ce soir, c'est pas la question de savoir si on a un problème et si le réchauffement, enfin on va pas faire un débat sur oui ou non au réchauffement, je crois que ce serait une insulte à la science. La question c'est qu'est-ce qu'il faut en faire et comment possiblement en faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on doit en faire nous les humains? Est-ce qu'il faut qu'on ait se coller la main sur l'autoroute ou est-ce qu'il faut qu'on ait grillé des sardines, le sourire aux lèvres, en se disant que ça va marcher? Non mais vaste question. Vous avez 1 heure. Non. Moi, ce qui me frappe déjà, c'est cette espèce d'inversion où les gens, particulièrement les jeunes, qui sont très conscientisés à ça, très, très fortement touchés par ça, sont dans la réalité, sont dans la science d'ailleurs. Le GIEC, c'est quelque chose d'extrêmement solide au plan scientifique, plus solide que la plupart des savoirs en médecine, à part ça, evidence-based, et qu'ils sont dans le réel et la science, et que c'est nous, les vieux, c'est nous qui sommes dans l'économie et tout, qui sommes des rêveurs. Et cette inversion, c'est quelque chose d'extrêmement étrange. Hein, et ça fait, les jeunes se trouvent dans un sentiment aussi d'irréalité. Ils se disent, mais est-ce qu'on... Un peu comme une espèce de dystopie. Est-ce que nous, on est fous alors qu'ils sont avec la science? Enfin, il y a toutes sortes de trucs étranges comme ça. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut qu'on arrive à construire un discours collectif, un discours culturel qui permette de nous projeter dans un avenir qui soit à la fois crédible, scientifique et désirable. Ouais. Ça, je crois que c'est l'immense enjeu. C'est la seule vraie question. C'est la seule vraie crédible question. Et désirable. Crédible et désirable. Parce que sinon, on est tous... si on est sensible, et particulièrement scientifique, je ne dirais pas sensiblerie, mais scientifiquement, on a un sentiment extrêmement dur à vivre. Et sinon, eh bien, on est dans les rêveurs quand même. C'est-à-dire les rêveurs, on peut business as usual, on peut continuer comme avant.
là, il y a vraiment actuellement une crise au cœur de la culture, au cœur de la culture mondiale, parce que la culture on va y revenir. On va y revenir. Parce qu'elle ne touche pas uniquement le climat. Non, elle ne touche pas uniquement le climat. Ouais. Alors, la manière, pourquoi est-ce qu'on insiste dans cette émission sur la manière de nommer les choses, de parler des choses? Probablement parce que la manière dont on définit le réel détermine ce qu'on va en faire de ce réel. Et ce qui est sûr, c'est que l'été semble devenu, ou être en train de devenir, l'ennemi public numéro 1. C'est le focus de Christophe Siron. Cacher ces images de bronzettes, de glace et de trempettes. Car montrer la canicule heureuse dans les médias, c'est une manière de biaiser la perception du risque lié au dérèglement climatique. Cette réflexion, amorcée il y a 3 ans déjà, par le très social-libéral journal britannique The Guardian, pour repenser sa politique en matière d'illustration, cette réflexion fait désormais son chemin. Les grands titres s'y sont mis, en France Le Monde ou Libération, poussé même par ses propres lecteurs à cesser d'exalter des comportements dilettantes. Et tout récemment, un présentateur météo d'une chaîne info a aussi rompu avec son ton habituel. Votre vocabulaire a changé. Il faut que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine. Je pense qu'il faut qu'on change notre manière de parler de ça, parce que ça n'imprime pas. Et clairement, il faut que les gens se rendent compte que ce qui est en train de se passer, ça n'est que la face cachée de l'iceberg. On est au stade où profiter de ce qu'on appelle encore la belle saison, sans être tiraillé par des arrière-pensées coupables, devient délicat. Les rappels sur le réchauffement sont partout. Ces bandes de couleurs, par exemple, elles ont fleuri sur les réseaux sociaux le premier jour de l'été, avec le hashtag Show Your Stripes Day. Elles illustrent pays par pays les changements de température au fil des époques. Mais les mentalités bougent lentement, avec des esprits comme engourdis par l'impuissance. Alors pour réveiller les simples Pékins, mais sans trop les culpabiliser, une initiative portée par cet économiste français propose désormais de baptiser les canicules du nom de géants de l'industrie particulièrement polluants. L'été ne serait donc plus ce qu'il était. Cette saison du relâchement et de l'insouciance, c'est désormais la saison des grandes injonctions et des grandes réflexions. Léa Zucchinetti, c'est l'instant critique. Vous avez le droit d'être méchant avec nous, les médias. Il a raison, le Guardian, d'alerter depuis 3 ans sur la manière dont on traite ces sujets-là, sur l'irresponsabilité dont on ferait preuve en illustrant la canicule avec des images de baignade sympas. Je pense que ça touche un sujet juste. Quand là, il y a une image de sécheresse. Une sécheresse, on peut juste dire c'est une sécheresse, montrer un sol. Mais ce qu'il y a derrière, c'est des pertes des récoltes et des famines. Des gens. Et ça veut dire que peut-être qu'on rationalise la nourriture au début, mais si ça continue et qu'il y a plus de sécheresse, il y a un moment donné où on va arriver... Enfin, je vous imaginez avec vos enfants, vous allez chercher votre ration de nourriture et en fait, il n'y a plus. Ouais. Et vous, ça vous énerve? Qu'est-ce qui se passe au moment où il n'y a plus de nourriture? Vous, ça vous énerve quand vous voyez les journaux qui vous disent il fait chaud, il va faire chaud, et puis que vous voyez une image du jet d'eau, de je ne sais pas quelle fontaine, avec des gens qui font la fête? Est-ce que ça m'énerve? Je ne sais pas. Moi ce que j'ai envie, en fait, c'est qu'on passe à l'action. Ouais. L'information, c'est bien, mais maintenant, il faut juste passer à l'action. Et je ne comprends pas, en fait, pourquoi on est en train de discuter ce soir, en fait. Pourquoi on n'est pas en train de prendre les mesures qu'on sait qu'on doit prendre. Ouais. Ça vous énerve aussi, Sonia Sénéviratné, ces images-là où vous partagez, vous êtes d'accord avec le Guardian qui dit c'est terminé maintenant? Oui, non, je suis d'accord. Je pense que vraiment, en fait, ça ne donne pas la bonne perception. Parce que, par exemple, pour les canicules, il faut réaliser qu'il y a des gens qui meurent des canicules en Suisse, qui meurent à cause du changement climatique. Donc, il y a une étude qui a été faite par l'Université de Berne qui a évalué qu'en fait, 1/3 des personnes qui meurent durant les canicules, en fait, elles meurent à la suite du changement climatique, en fait. Donc c'est pour ça que ça donne une fausse image. Les personnes qui peuvent se baigner, oui, peut-être qu'elles... Mais comment on fait, nous, les médias? Parce que c'est aussi le réel. Hein. Les gens, ils arrivent, il fait chaud, et puis on voit les gens se jeter tous dans leur maillot de bain et ensuite dans la rivière. Ça, c'est peut-être votre problème, je ne sais pas. Mais il faut communiquer sur le fait qu'il y a vraiment des aspects négatifs. Il y a des personnes qui meurent. Fernand Cuche. Alors moi, les images de gens qui vont dans l'eau et qui ont du plaisir à se rafraîchir, moi, ça ne me dérange pas du tout. On ne peut pas imaginer aussi que les informations, en tout cas visuelles, que ce soit sous forme de photos ou la TV, nous présentent que des images qui disent quasi l'apocalypse. C'est compliqué de vivre dans ce... Je veux dire, on est encore avec, en tout cas moi, avec des envies de vivre, et j'ai envie d'avoir aussi de belles images. J'ai envie d'aller dans des lieux où c'est beau encore. L'eau, j'en ai peur, donc je n'ai pas de problème.
quand je suis entré dans l'eau jusqu'à mi-mollet, c'est bon. Et puis je retourne à l'ombre. Donc, mais j'aimerais revenir sur ce que disait Léa. Et je comprends bien, vous dites que ça fait quand même bizarre d'avoir des images plutôt évocatrices d'un bien-être, d'un avenir serein, alors que, et vous avez parfaitement raison, la situation elle est alarmante. Et vous avez une détermination, comme vous avez collé la main sur l'autoroute. Moi j'ai vu ça. Ça m'a rappelé mes premiers engagements avec les paysans et qu'on manifestait. Et je me suis dit... Il n'y avait pas de super-glue à l'époque. Ouais, là, les jeunes, ils manifestent une détermination forte et ils ont parfaitement raison. Moi, j'étais avec les zadistes. Moi, je suis avec vous. Et quand vous dites l'inertie politique, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et aujourd'hui, trouver un signe politique fort d'un gouvernement national ou d'un canton ou d'un département qui a pris les devants, qui a anticipé et qui vous donne des garanties, moi, je n'en connais pas. Mais c'était vous les politiques il y a quelques années, Fernand Cuche. Oui. Vous étiez au pouvoir, vous étiez aux manettes. Oui, qu'est-ce que vous faisiez? oui, je le reconnais parfaitement et je vais vous donner un exemple qui me concerne. Quand j'étais au Conseil d'État, on a décidé d'avoir 3 grandes zones de développement industriel dans le canton. Bevet, entre le Locle et l'Archefond et puis l'Athènes. Aujourd'hui, pour l'Athènes, 24 hectares de bonnes terres agricoles prévus dans le plan d'aménagement industriel, le Conseil d'État veut construire. On a organisé une résistance, une association s'est créée. Je pense que les jeunes vont se manifester sur ces terrains de l'Athènes, 24 hectares, et il y aurait une réponse, parce qu'il n'y a aucun travail qui a été engagé sur ces parcelles, d'avoir une réponse claire vis-à-vis notamment de la jeunesse et de sa préoccupation. On pourra revenir sur la problématique de la sécurité alimentaire plus tard. Parce que 24 hectares de bonnes terres agricoles, ce n'est pas anodin. Revenir sur beaucoup de sujets. Le Conseil d'État s'entête à vouloir maintenir. Il ne peut même pas entrer sur une discussion qui dit, ben voilà, dans les 5 ans ou 10 ans qui viennent, on ne touche pas à ces terres, on les met en agriculture et on pourrait faire une agriculture durable. Mais il faut y retourner au Conseil d'État, Fernand Cuche. C'est ça, c'est plus l'heure de la retraite. Bertrand Kiffer, avant de revenir à Nicolas Youtset, que j'aimerais entendre, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu dans le 3e volet du 6e rapport du GIEC. C'est une date imminente, 2025, qui a fait beaucoup de bruit. C'est la date qui a jeté beaucoup de monde super glu à la main sur les autoroutes. C'est la date qui a fait coller, ce qui a fait que cet activiste à Roland-Garros s'est enchaîné au filet. 2025, c'est quoi? Je parle sous votre contrôle, Sonia Sénéviratné. C'est la date à partir de laquelle le GIEC ne peut plus garantir un avenir parfaitement vivable si on n'a pas atteint d'ici là le pic des émissions de gaz à effet de serre. Au plus tard. Ça sert simplement au plus tard. Il faut diminuer les émissions à partir de 2025. Ce serait mieux de commencer maintenant. Quand on dit celui qui observe comme ça l'âme humaine, est-ce que ce narratif de la date butoir, c'est le bon narratif? Il y a quelque chose quand même d'un peu millénariste, d'un peu apocalyptique, c'est la fin du monde qui nous est annoncée. 2025, c'est après-demain. Est-ce qu'on est sur la bonne voie quand on... Tout le monde se rend compte que c'est extrêmement difficile d'être juste dans le narratif, parce que là, le GIEC essaie d'être scientifique. Encore une fois, scientifique. C'est ce qu'on... Bien sûr, il y a un peu une interprétation, mais voilà, il y a un moment de bascule dans des points de rupture, dans les limites planétaires, d'ailleurs pas seulement le climat, toutes sortes d'autres choses, et des points de rupture. Il faut que ça doit quand même être annoncé, non d'une pipe. On est une population de gens adultes qui ont le droit aussi de comprendre ce qui arrive, d'être au courant. Je trouve que ça fait partie quand même du respect de la responsabilité des gens. Après, il n'y a pas encore un vrai narratif là. C'est-à-dire comment nous, maintenant, société, on se réorganise massivement. Parce qu'il manque un bout de l'histoire. Il manque un bout. Okay. Et ce bout-là, alors quand vous dites qu'il faut... Enfin, on en est toujours à discuter. Je pense qu'il faut qu'on le discute, mais tout le temps. Je veux dire, maintenant, ça devrait être le grand sujet. Comment on réorganise notre société, mais de fond en comble, et nos manières de penser et de désirer. Mais ça, c'est sûr. Nicolas Youtset, l'inéluctabilité de ce compte à rebours, dont le terme semble en plus immédiat, elle vous parle un peu, à vous, le qui avait foi en l'homme, ou c'est précisément ce narratif-là que dans lequel vous voulez pas rentrer? Moi, j'ai un peu peur des conséquences si on n'arrive pas jusqu'en 2025 aux dates affichées. Qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Qu'est-ce que feront les personnes? Quelles sont les prochaines étapes? Ce qui est quand même fort probable que le pic des émissions ne soit pas atteint en 2025, si on est un peu réaliste. Enfin, je veux dire, les différents États, je laisse la parole, mais disons, les États se sont engagés à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc le GIEC, tout ce qu'il fait, en fait, c'est de dire, si vous voulez vraiment atteindre cet objectif, vous vous êtes fixé dans l'accord de Paris et à Glasgow,
Pour ça, il faut, peut-être le point le plus important, il faut diminuer les émissions de moitié d'ici 2030 et au plus tard, vraiment avoir une diminution des émissions en 2025. Mais vous avez raison, je vous laisse la parole, Nicolas Hulset, de dire, voilà, peut-être il se peut qu'on n'y arrive pas, quoi. Ce pic 2025, il faudra quand même qu'on continue à vivre. Bien sûr, c'est regrettable qu'on n'y arrive pas. À mon avis, on n'y arrivera pas et c'est ma foi dommage. La grande question qu'on donne comme indicateur politique, c'est est-ce que le retour finalement de l'autodéfense, une partie des gens justifiaient déjà ça dans les années 80. On a des personnes comme Théodore Kaczynski qui disaient que l'autodéfense, c'était sa manière de réponse à la violence de la société. Et moi, j'ai un peu peur que si on fixe des objectifs comme ça, très courts, finalement très peu réalistes pour le reste de la population, qu'on ait soit une démotivation pour une partie de la population qui a l'impression qu'on lui donne des objectifs qu'on n'atteint jamais, et finalement une radicalisation du reste de la société qui s'est engagée sur ces objectifs-là. Ce que je voulais dire, en voyant le premier reportage sur les différents pays, avec la comparaison de l'impact, je sais pas, d'une canicule comme maintenant, c'est la grande différence qu'on peut avoir en fonction de la richesse d'un pays. Plus un pays est riche, plus il est capable de répondre et aussi de maîtriser, entre guillemets, des épisodes caniculaires ou des épisodes climatiques plus forts. Et ça pose toute la question du modèle qu'on arrive à transmettre aux autres pays qui veulent nous rejoindre pour mieux maîtriser les impacts négatifs du climat. Et ça pose plus généralement la question de la pénurie en termes de moyens politiques dans un pays. On a d'autres enjeux. On a beaucoup parlé des jeunes, comme si c'était un peu un groupe uniforme qui s'intéressait qu'au climat. Dans les sondages, c'est pas vraiment vrai. Le climat vient en 2e, 3e, 4e position. Non, mais pardon, je vous interromps. En général, ce qui est vrai dans les sondages, c'est que les jeunes sont unanimement malheureux, quoi. Oui, alors, le malheur des jeunes ne dépend pas seulement du climat, à mon avis, mais ce qui est intéressant, c'est que des thématiques beaucoup plus terre-à-terre, comme la prévalence vieillesse, qui est aussi une thématique de long terme. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que les jeunes ont une vision de long terme sur plusieurs thématiques, mais ça veut dire qu'en tant que société, on a d'autres problèmes à gérer, et tout simplement, on a un budget capé pour y arriver. Donc ça demande que déjà, le réchauffement climatique a un impact sur l'ensemble des autres défis, comme je sais pas, le système de santé ou le système de retraite, mais ça veut simplement dire qu'en termes de réponse politique, les moyens sont limités et qu'on doit se diriger vers des solutions qui sont les moins coûteuses possibles. Et ici, il y a une sorte de consensus parmi les économistes qu'en fixant un prix du carbone, on n'a pas besoin de centraliser le pouvoir et décider de manière centralisée que la politique de définir quels objectifs sont à faire en tant que société. Donc c'est-à-dire que si on fixe un prix du carbone de manière décentralisée, on arrive aux objectifs qu'on s'est fixés sans devoir retordre ou expliquer aux gens comment ils doivent se comporter un à un et de manière centralisée de décider quel comportement. Solution génie humain. On y arrive, on dit, voilà, il y a un objectif prix du carbone, pour éliminer le carbone. Puis qui c'est des acteurs économiques qui vont négocier. Il y a la bourse du carbone, il y a comment on le fait pour les céréales, pour d'autres matières première, j'allais dire le. Alors, l'Union européenne n'est pas vraiment une matière première. L'Union européenne a fait une partie. Ils ont fait deviendra peut-être un système de cap and trade. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de carbone qu'on peut émettre dans l'Union européenne. Le problème actuel, la professeure de l'EPFZ pourra le confirmer, c'est qu'il n'y a pas toutes les industries qui sont incluses. Donc, il y a encore un problème actuellement pour que, notamment les industries les plus polluantes, y soient intégrées. Mais ça veut simplement dire qu'on se fixe un cap et qu'avec le temps, il baisse. C'est une manière de régler le problème sans impacter directement les citoyens. Et là, on fait confiance aux acteurs du marché. Les industries qui s'engagent. Ce qu'il vous dit, c'est qu'il fait confiance à l'humanité, parce qu'avant tout, les acteurs du marché sont l'humanité, c'est vague, parce que quand même, ce qui est déterminant pour essayer de diminuer la donne, c'est qu'il faut que les acteurs économiques les plus importants, qui ont quand même bousillé une bonne partie de cette planète, ils s'y mettent. Vous leur faites confiance. Il n'y a pas forcément besoin de faire confiance. Un système est toujours lié à une surveillance. Un système est sérieux. Il y a en plus une espèce de paradoxe très, très dangereux au sein même du système tel qu'il est construit, du système industriel et économique. C'est que ceux qui font le moins d'efforts s'enrichissent le plus et deviennent le plus forts parce qu'ils s'enrichissent. C'est-à-dire, vraiment, d'ailleurs même aussi au niveau des continents, des pays, ceux qui s'en foutent, vont gagner de l'argent plus longtemps et vont imposer une volonté. Pas forcément. Ça, c'est une grande. Ceux qui restent trop longtemps dans les valeurs carbone sur les marchés vont perdre beaucoup d'argent. Mais cela dit, actuellement, quand même, et surtout les régions du monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller plus loin, qu'il faut mettre davantage de pression que de se dire ce qu'on a toujours essayé, de tomber d'accord sur des prix du carbone et de ces choses-là. Ça ne va pas assez vite, pas assez loin. Surprendre à la société industrielle alors qu'elle a une partie des outils qui permettent notamment de réduire l'impact négatif. Je souligne déjà un problème qui est vraiment une espèce de paradoxe au cœur même. Enfin, il y en a plusieurs qui font qu'on n'arrivera pas gentiment comme ça à changer. Mais enfin, juste sur l'éco-anxiété, pour y revenir, vous n'êtes pas, il n'y a pas de psychiatre autour du plateau. Enfin, vous êtes un ancien prêtre, c'est pas très loin. Non, c'est vrai. Les psys font la différence entre l'éco-anxiété dite rationnelle, et Zucchinetti, et l'éco-anxiété dite pathologique. La première étant plutôt vertueuse, c'est-à-dire qu'en gros, elle qualifie ceux qui ont compris le problème et qui ont légitimement un peu peur. Et puis, l'anxiété pathologique, c'est ceux qui guettent
si on tombe dans un catastrophisme, à savoir on est bloqué, on se dit que plus rien ne sert à rien, que voilà, perdu pour perdu. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe, ça vous guette? Est-ce que vous vous dites, est-ce que je suis encore rationnel ou est-ce que je deviens pathologiquement inquiète? Est-ce que vous y pensez? Moi, j'essaie d'être le plus pragmatique possible. Donc, je pense qu'en effet, c'est rationnel d'être inquiet dans la situation dans laquelle on est. C'est sain. Si on n'a pas d'inquiétude, c'est qu'il y a vraiment un problème. Parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est très inquiétant. Maintenant, quand on voit ce problème, l'idée, c'est de le régler. Il y a un incendie, c'est inquiétant. On ne va pas se poser la question de est-ce que j'ai de l'espoir, est-ce que je suis dans le désespoir. Non, on y va. Rien de pathologique là-dedans. Vous, c'est pragmatique. On y va. Et maintenant, il faut juste y aller. Et on connaît les mesures qu'il faut prendre et on connaît comment on peut y arriver. Dans l'histoire, il y a eu des changements radicaux en très peu de temps et ça s'est toujours passé par des luttes et par des personnes qui sont entrées en résistance. Donc... Ce que vous pourriez d'ailleurs répondre à ceux qui vous considèrent comme des doudingues, empêcheurs de rouler en rond, c'est que votre association votre campagne s'appelle Renovate Switzerland. Ce que vous demandez, c'est pas la décroissance maintenant, c'est la rénovation du patrimoine bâti. Pas du tout. On demande la première mesure, une chose après l'autre. Une première mesure ultra consensuelle. Ça réduit les factures, ça réduit les émissions de gaz à effet de serre, ça crée des jobs, ça augmente la valeur du patrimoine en Suisse. Mais on est d'accord avec vous du côté d'Extinction Rebellion. On vous dit vous greenwashez, en fait vous êtes des ultra verts libéraux, vous nous faites croire qu'on va s'en sortir. Là, on demande juste de faire les mesures les plus pragmatiques. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on garde le sang-froid et qu'on réfléchisse juste, OK, c'est la situation, ça ne sert à rien d'espérer que quelqu'un vienne nous sauver parce que c'est nous seuls qui pouvons nous sauver. Et ça ne sert à rien de désespérer parce que ça va juste empirer. Donc, il faut juste rester calme et faire les choses les plus pragmatiques qu'on puisse faire. Eh bien... J'allais dire Dieu vous entende, je ne sais pas s'il existe. Juste, oui, attendez, Fernand, j'aimerais poser une question à Sonia Seneviratne, parce qu'il y a quelque chose de nouveau aussi dans la science, c'est que cette fois, peut-être pour la première fois, la science ne nous dit pas voilà ce qui pourrait se produire, elle nous dit voilà l'avenir certain si on ne fait rien. Il y a quelque chose de prophétique là-dedans. Est-ce que vous comprenez que ça puisse un tout petit peu braquer, y compris les plus honnêtes des esprits qui se disent « Mais comment est-ce qu'ils peuvent nous dire ça ? Est-ce qu'on ne fait pas fi d'un génie humain, de tout à coup d'une invention incroyable, de certificats d'émission qui fonctionneraient, enfin, de quantité de choses imprévisibles, comme le monde, qui ferait que ce scénario ne se produit pas ?» Non, ce n'est pas du tout prophétique. D'abord, on travaille sur des scénarios. Donc, en fait, dans les rapports du GIEC, on a différents scénarios. On a des scénarios qui sont en accord en fait, avec les objectifs de Paris, où on limite le réchauffement climatique à 1,5 degré. D'autres qui ont beaucoup plus de réchauffement. Et sur la base de ces scénarios, on peut voir effectivement qu'on a beaucoup plus d'événements extrêmes, plus le réchauffement climatique augmente, que par exemple, même une différence d'un demi-degré, donc entre 1,5 et 2 degrés de réchauffement global, a des implications immenses, fait, par exemple, pour les événements extrêmes. Maintenant, on a déjà 3 fois plus de canicule en moyenne par rapport au climat du 19e siècle. À 1,5 degré, on aurait à peu près 4 fois plus, donc 4 fois tous les 10 ans. Et à 2 degrés, on aurait 6 fois tous les 10 ans, 2 fois plus que maintenant. Donc, en fait, les conséquences sont importantes. Mais c'est basé sur la science. Je veux dire, ce qui est déterministe, si on veut, c'est que 2 plus 2, ça fait toujours 4. Ça ne fera pas 5. Mais est-ce que c'est tombé dans une sorte de solutionnisme béat que de dire, comme Nicolas Youtset, que on ne sait pas. On ne sait pas de quoi on est capable. Voilà. Le jour où l'évidence sera tellement évidente pour tout le monde, peut-être qu'on sera capable de choses qu'on ne soupçonnait pas. Je suis d'accord sur l'idée qu'on ne sait pas en fait de quoi on est capable. Je pense qu'au niveau sociétal, effectivement, on a vu des fois des changements peuvent avoir lieu très rapidement. On l'a vu avec la crise du Covid. Je pense que si on reconnaît la crise climatique comme une crise, on peut être capable d'agir très rapidement. Mais il faut reconnaître qu'on a vraiment affaire à une crise. Il y a un consensus là possible, Nicolas Youtset ? Bien sûr. Je crois que personne ne dit qu'on est dans le meilleur des mondes et que tout se passe bien. On n'est pas Pangloss dans Candide. On voit bien que le défi qui est face à nous est sans doute le défi le plus important de l'humanité, mais il y a simplement des pistes à mettre en place et des outils à mettre en place pour y arriver de la meilleure façon avec un impact économique qui est le plus faible possible. Donc c'est sur ça qu'on peut se rejoindre, à mon avis, et qu'on doit sortir de la politique symbolique qui, je sais pas, notamment la rénovation des bâtiments, c'est un thème intéressant parce qu'à Berne, ils ont beaucoup essayé cette piste-là parce que ça coûtait moins cher de subventionner que d'avoir des actes qui étaient peut-être moins onéreux, mais qui avaient plus d'impact en termes de baisse des émissions de CO2. Donc, c'est-à-dire que la rénovation des bâtiments est historiquement, sur le plan économique, plutôt quelque chose qui profite aux classes plutôt possédantes, qui ont des appartements, qui ont des immeubles, etc., etc. Et c'est donc, à mon avis, typiquement une mesure où on n'utilise pas de manière efficace les deniers publics pour arriver à notre fin. L'introduction d'un prix général du carbone de $50 par tonne de CO2 émise coûterait beaucoup moins cher, entre guillemets, aux contribuables. Il serait beaucoup plus efficace qu'une rénovation des bâtiments. Donc, c'est
à mon avis, parce une mesure que, qui est très pour qu'on comprenne bien, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le principe des certificats, en gros, ce que vous dites, je vais prendre, mon langage est vraiment celui d'un béotien, mais c'est de dire, c'est la seule manière de contraindre des acteurs économiques un peu bonnaires, en leur disant, voilà, maintenant ça coûte cher, qu'il faut changer le modèle économique. C'est d'intégrer la pollution dans la fixation des prix. Donc, c'est-à-dire que tous les acteurs seront conscients que le prix aura, que la pollution a un prix, et ça veut dire qu'ils internalisent ça, ce qui avant n'était pas le cas. Et tout simplement, ça se répercutera soit sur leur propre marge, soit sur les prix finaux. Et donc, c'est une manière, si on arrive à... Évidemment que la difficulté est énorme. De mettre ça en place. De mettre ça en place à tous les secteurs, parce que l'activisme politique vient ensuite des secteurs qui sont les plus polluants pour s'exclure de ce genre de mesures, et à ce moment-là, c'est un problème. Mais ce serait une manière d'agir qui est beaucoup plus décentralisée et qui respecte beaucoup plus l'état d'esprit des démocraties libérales, qui dit qu'il y a une sphère privée puis une sphère publique. Et dans la sphère privée, tous les comportements légaux, les individus ont le droit de les suivre. Donc ça respecterait cette approche-là, ce qui n'est pas forcément le cas quand on vise des subventions sur des comportements individuels ou sur des situations préétablies où des gens déjà possédants sont encouragés pour rénover des bâtiments, ce qu'ils auraient sans doute peut-être déjà fait ou qu'ils auraient fait même sans les subventions. Donc c'est une manière pas utile ou pas efficace, à mon avis, d'utiliser l'argent des citoyens. Discours construit, Fernand Cuche, quand même, non? Oui, j'aimerais revenir sur l'éco-anxiété et les jeunes. C'est quand même assez important d'essayer de se mettre de temps en temps dans la situation des jeunes qui ont entre 15, 25 et 30 ans et comment ils voient leur avenir. Et c'est légitime qu'il y ait de l'éco-anxiété. Ce qu'ils attendent, c'est des gestes de la part des adultes, des décideurs économiques et des décideurs politiques, des gestes forts qu'ils peuvent comprendre et on va de l'avant et on agit. Léa l'a dit plusieurs fois, ce qui est important, c'est de s'engager et de s'agir. Eux le font, les pouvoirs politiques en place ne le font pas. Et j'aimerais donner ici comme exemple aussi la façon dont s'est terminée l'affaire de l'occupation du Mormont, avec la première ZAD en Suisse, ou en tout cas dans le canton de Vaud. On a presque réussi à convaincre une partie des gens qu'on avait magnifiquement réussi l'évacuation. Moi, je suis allé, j'ai vécu cette évacuation à distance. Branle-bas de combat, un nombre de véhicules, de policiers, etc. On se donnait le temps. À mesure, on donnait de l'information au public via les médias, tout ça, comment ça se déroulait. Et puis, à la fin, le bilan des états-majors, c'est on a fait du bon boulot. On s'est rattrapé après vis-à-vis des jeunes. Pardon. Il y a quand même eu un accident aussi, je me souviens bien, non? Quelqu'un qui est tombé dans... Il n'y a pas quelqu'un qui est tombé dans un... Oui, non, mais c'est vrai, compte tenu de l'enjeu. Mais quand même, ça s'est rattrapé au niveau des plaintes qui ont été déposées et des procédures devant les tribunaux. L'entreprise concernée, Holcim, moi, je ne sais pas si ça m'a échappé, mais moi, je n'ai pas vu des prises de position d'Holcim qui disent nous partageons. Ils ont raison, il faut qu'on revoie le système. C'était un peu compliqué pour eux, ils étaient occupés quand même. Il n'y a pas... Oui, non, mais ça veut dire que actuellement, tous les partenaires sont concernés, à commencer par ceux qui détiennent les plus grands capitaux, les plus grandes entreprises. Et quand il y a une telle détermination des jeunes qui tiennent 3 mois là-haut et qu'il n'y a pas de réponse convaincante par rapport à leurs préoccupations, je dis que par rapport à l'éco-anxiété, les adultes, les élus, ne répondent pas de façon crédible et ça ne peut que s'envenimer si on n'a pas une fois... C'est ça que vous ressentez, Léa Zucchinetti ? Non, moi j'aimerais corriger. Les gens inquiets, il y en a dans toutes les générations. Donc oui, les jeunes s'inquiètent, mais les premiers à mourir de la chaleur, c'est nos grands-parents, c'est les seniors. Donc c'est pas un problème qui nous concerne que nous, en fait. Là, c'est en train de se passer maintenant. C'est en train de se passer maintenant. Les gens qui sont morts la semaine passée, ils sont morts la semaine passée. Ils ne sont pas morts dans 50 ans. Et c'est en particulier les seniors. Vous ne voulez pas de cette lecture de génération? Il n'y a pas qu'une histoire de... Et j'aimerais l'inviter, il a dit, tout à l'heure, vous avez dit que vous nous souteniez. J'aimerais vous inviter à venir s'asseoir sur la route avec nous. À Rénové-Titoland, la senior, elle avait 78 ans au mois d'avril. La plus jeune, elle avait 19 ans. Il y a de toutes les générations. Donc il faut arrêter de se trouver des excuses. L'invitation est lancée. L'invitation est lancée et chacun, peu importe son âge, a du pouvoir. Et c'est juste, il faut prendre son courage et prendre les choses en main. Mais ce n'est pas en soutenant de loin que les choses, elles changent. Moi, j'ai fait de nombreuses manifestations sur des enjeux paysans. Je vais volontiers venir vous rejoindre. Je ne cherche pas, moi, d'explications. Voilà, l'invitation est lancée. En plus, elle est acceptée. Donc, vous prenez note. On sera là avec la caméra pour suivre l'opération Superglue de Fernand Cuche. C'est vrai qu'on avance un peu. On va continuer de parler du climat et de ce climat qui nous angoisse. Mais on va peut-être élargir, puisque voilà, on est un peu angoissé au-delà du climat. On a compris que la clé était dans les esprits. Les esprits sont en train de s'échauffer. Vous en savez quelque chose, vous, hein, j'ai vu des automobilistes vous insulter, donc c'est assez chaud.
Et c'est peut-être pas par hasard qu'on s'insulte un peu plus maintenant. Je l'ai appris grâce à vous, Bertrand Kiefer, que vous avez relayé cette étude de Science, assez fascinante, qui en gros établit sur la base d'études sur 45 événements météorologiques depuis le néolithique, un lien de causalité entre le climat et les esprits et le climat humain, et qui nous dit chaque changement climatique d'un écart type vers des températures plus chaudes ou des précipitations plus extrêmes augmente la fréquence de la violence interpersonnelle de 4% et les conflits intergroupes de 14%. Expliquez-nous, le climat qui chauffe, organiquement, ça fait chauffer les cerveaux. Ça fait chauffer les cerveaux et ça augmente les conflits interpersonnels, intergroupes, les guerres. Et même, ça va jusqu'à faire s'effondrer des cultures, des sociétés, des civilisations. Donc, c'est vraiment... Les Mayas, enfin, là c'est des destructions, c'est des changements environnementaux et climatiques, chaque fois, mais aussi environnementaux au sens large. Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est que les sociétés qui vont le plus mal lorsque ce genre de choses arrive, c'est celles qui sont le moins ouvertes culturellement, c'est-à-dire celles qui se figent sur les comportements qui les amènent dans le mur sans rien changer. Il y a par exemple l'exemple des Vikings et des Inuits, qui sont les deux groupes au Groenland. Les Inuits sont beaucoup plus mobiles dans leur esprit. Les Vikings sont des chrétiens à ce moment-là, d'ailleurs, au moment où ça se joue, cet effondrement. Les Vikings disparaissent et les Inuits restent. Parce qu'ils ont on pourrait vraiment dire, une agilité mentale, culturelle bien plus grande. Ouais. Et ça, on peut dire aussi que le système culturel des humains, c'est aussi un écosystème, que tout est écosystème. Et puis à part ça, le problème, c'est pas seulement le CO2. Le problème, c'est qu'il y a tout qui va pas bien actuellement. On arrive à des pénuries d'énormément de choses. Non, mais restons sur l'humain, parce que moi j'aime bien cette analogie avec le groupe humain. Et vous allez même encore plus loin que Science. Vous nous dites non seulement il y a une causalité, mais ce climat humain, il arrive maintenant à son point de rupture. Oui. On peut vraiment parler d'un climat humain, parce que comme on le dit aussi, les esprits s'échauffent. Et c'est comme si le climat culturel humain était lié, au fond, était partie prenante du climat général. On est pris dans un écosystème biochimique où il y a le CO2, toute la biologie, l'effondrement de la biodiversité, l'effondrement des animaux, de la vie en général, et nous. Et ce qui se passe, c'est que notre climat culturel actuellement est aussi à des tipping points, à des moments où il est pas loin des points de bascule, où il n'est pas loin de basculer. Une guerre, c'est ça. Et on sent qu'il y a toutes sortes d'endroits, en particulier dans des pénuries et d'autres choses, où on est à deux doigts, si on ne change pas, de basculer. Et alors, pour le coup, quand vous dites que si on prend ces 25, ces quelques années qui nous restent, et si on ne fait rien, il va y avoir les jeunes qui vont devenir violents. Mais pour le coup, là, on va vers des violences vraiment accrues. Et c'est l'histoire qui nous montre, l'histoire bien documentée. Est-ce que ce qui n'est pas très inquiétant, Nicolas Youtset, dans ce que nous dit Bertrand Kiefer, c'est que le postulat, c'est que l'humain serait en train de commencer, c'est ça le point de rupture, que les humains seraient en train de commencer à se méfier d'eux-mêmes. Et là, si on commence à se méfier d'eux-mêmes, alors là, c'est la fin du monde, non ? Bon, c'est déjà dans un contexte plus général, il y a une sorte de retour du tragique. On avait oublié que l'humain était mortel, le Covid nous l'a rappelé en tant qu'individu, et avec le retour de la guerre maintenant depuis la Russie, on se rend compte qu'en tant que civilisation, on est aussi mortel, que notre façon de voir le monde n'est pas partagée par tout le monde, que certains sont prêts à se battre et à mourir pour nous combattre et à changer ça. Et donc tout simplement, dans l'état d'esprit des gens, qui, je ne sais pas, la génération de mes parents ou même moi, on est né dans des mondes où il n'y avait plus vraiment de guerre, ou en tout cas on ne la voyait plus tellement, où on a plutôt des problèmes de société avancée et très riche, on a des problèmes de gérontocratie plutôt, donc de société âgée, ce qui pose des problèmes pour le réchauffement climatique, mais ce qui pose des problèmes pour d'autres secteurs, comme la gestion des retraites, la gestion du système de santé. Donc c'est plus, à mon avis, ça, le retour du tragique, le retour de l'aspect mortel d'une société et des individus qui les perturbe et qui fait qu'actuellement, on est peut-être plus tendu qu'autrefois. Ce qui, à mon avis, entraîne des réactions violentes quand le climat change, c'est qu'il y a des pénuries simplement d'alimentation, et les grèves de la faim mènent quasiment tout le temps à des révolutions, et c'est ce qu'on va voir sans doute. Et de migration. Exactement, mais c'est tous les critères qui augmentent les conflits, tout simplement, parce que quand on migre, on rencontre des gens qui ne sont pas forcément comme nous, donc ça engendre des tensions. Quand on n'a plus assez à manger, on est prêt à beaucoup plus de sacrifices qu'autrement. On a vu ça au printemps arabe, et je serais prêt à parier, même si c'est un pari plutôt négatif et triste, que suite aux épisodes en Ukraine et en Russie et les pénuries de blé qui risquent d'arriver, il y aura des émeutes de la faim, notamment dans le Maghreb ou dans d'autres pays qui sont très dépendants de ces livraisons. Donc les années à venir ne sont pas forcément encourageantes ou heureuses, mais c'est aussi parce qu'on sort d'un épisode assez long où la société était plutôt heureuse. Donc c'est ce rappel avec la réalité, ce frottement avec le réel qui nous choque. Sonia Sénéviraté, c'est vrai. Moi, je parle de l'expérience personnelle. J'étais ado dans les années 90. On était post-chute du mur. On allait construire l'Union européenne. On allait faire un monde libre, sans guerre, etc. Enfin, c'est vraiment l'optimisme roi, quoi. 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, 30 malheureusement, où qu'on regarde, tout va mal.
Si le climat, le ciel ne nous tombe pas sous la tête, un virus va nous terrasser. Si le virus n'arrive pas à nous terrasser, c'est Poutine qui va finir le job. Est-ce qu'on n'est pas quand même en rentrée? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je parle sur le plan vraiment mental. Est-ce qu'on n'est quand même pas rentré dans une sorte de délire collectif? Je ne sais pas, mais en tout cas d'emballement vers le bas qui va nous emmener nulle part. Oui, bon, c'est une vaste question. Hein, mais oui, non, mais je vous ai dit qu'on finirait avec des questions vastes qui dépassaient largement les strictes compétences du GIEC. Oui, mais peut-être pour revenir au climat, je pense qu'il y a eu un petit peu... On s'est reposé sur nos lauriers, en fait. Dans les années 90, la Suisse était plutôt en avant. Et finalement, maintenant, on fait plutôt partie... pas forcément des derniers de classe, mais quand même, on ne fait certainement pas partie des pionniers. Et je pense que... Enfin, quand on entend, par exemple, des discours sur la taxe carbone, etc., oui, en principe, ça serait bien, mais on aurait dû le faire il y a 20 ans. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, il nous reste très peu de temps pour agir. Et c'est pour ça que si on est dans cette situation d'urgence, c'est parce qu'on a attendu tellement longtemps pour agir. Mais ce que j'aimerais vraiment amener ici, c'est que le futur n'est pas forcément tragique. Voilà. Si vous lisez les rapports du GIEC, il y a aussi des bonnes nouvelles. Donc, par exemple, le dernier volet du rapport du GIEC... On a de la peine à les voir, vous êtes d'accord? Non, mais... Vous n'êtes pas en train, vous n'avez pas le sourire aux lèvres à chaque conférence de presse en nous disant c'est génial, on a réussi à... Non, mais il y a des éléments qui sont positifs, c'est-à-dire qu'il nous faut un changement de société si on veut stabiliser la température. Mais en réalité, on a beaucoup de solutions qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Donc moi, c'est un élément qui fait que je ne suis pas complètement désespérée, c'est que, par exemple, pour les énergies renouvelables, elles sont bien meilleures marché qu'elles ne l'étaient auparavant. Et ça, le rapport du GIEC le montre, en fait, c'est que pour la transition énergétique, une partie de cette transition, en fait, serait meilleur marché que ce qu'on a en ce moment. Donc, on a un certain nombre de solutions. On peut aussi mentionner dans la mobilité, bon, d'abord, on n'a pas forcément besoin d'une voiture à essence, mais si vraiment on veut avoir une voiture électrique est déjà bien mieux. Donc, on entend des gens chez vous qui sont désespérés aussi. Julia Steinberger, qui est avec vous, elle nous dit, moi, je suis désespérée, voilà, c'est fini, j'y crois plus. Non, moi, je ne suis pas désespérée. Ouais. Moi, j'aimerais rebondir là-dessus. J'aimerais pas que les personnes qui nous écoutent, elles croient qu'à partir de 2025, on va tous crever. C'est ça, c'est important de le dire peut-être, non? La question, c'est qu'est-ce qu'on veut sauver, qu'est-ce qu'on aimerait sauver en fait? Si on voulait sauver des étés agréables à vivre en Suisse, où on ne doit pas s'inquiéter pour nos grands-parents qui vont mourir de chaud, ben là c'est trop tard. C'est trop tard, c'est maintenant que ça se passe. Maintenant, est-ce qu'on a envie de sauver, épargner les générations qui vont vivre dans quelques décennies, ma génération par exemple, de famine mondiale? Est-ce qu'on aimerait sauver, protéger ça? Si oui, alors c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant que ça se passe et c'est dans les 2 prochaines années. C'est pas dans 5 ans ou dans 10 ans. Et on a un impact disproportionné en fait dans les prochaines années. Donc la question qu'il faut qu'on se pose collectivement et individuellement, c'est qu'est-ce qu'on est en train de foutre? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et c'est le bon moment pour réfléchir à qu'est-ce qu'on est en train de faire parce qu'on a toutes les clés en main pour réussir ce changement. C'est juste que les gens, ils n'ont pas conscience de tout le pouvoir qu'on a. Si vous êtes habité par un espoir qui est hyper beau à vivre, mais dans ce contexte... Non, c'est pas un espoir, c'est du pragmatisme. Elle vient de le dire, les solutions, elles sont là. Donc maintenant, c'est à nous, en fait, de prendre les choses en main. Il faut arrêter de se victimiser ou je sais pas quoi. C'est entièrement possible. Et au lieu de... Oui, mais en même temps, il faut prendre des mesures. Par exemple, oui, nous, on a la chance de ne pas être au bord de la mer. On estime maintenant à 5 à 10 mètres la montée des eaux de mer. Je veux dire, qu'est-ce que font les pays qui sont au bord de la mer? On est quand même dans une espèce de délire collectif, quoi qu'il en soit. Hein, et où la science... c'est pour ça que je brise encore une lance sur le fait qu'il faut vraiment qu'on se repense collectivement. Ouais. C'est un énorme travail qu'on n'a même pas appris à faire. Vous avez une formule magnifique, je vous rends hommage. Vous avez une formule magnifique, vous dites ce qui fait l'être humain, le corpus de valeurs, hein, le sens de la justice, les valeurs, toutes ces dimensions symboliques, l'éthique, pour utiliser un mot qui fait peur, c'est le climatiseur comment vous l'appelez, du système humain. Quoi. Du système humain. Nous aussi, on est un écosystème avec tout ça et on doit être climatisé. C'est très complexe, mais on ne doit pas surchauffer. Et on est en train de surchauffer. On arrivera à la maintenir, la clim, à la retrouver, cette climatisation par l'éthique ou par le sens, dans, encore une fois, un contexte, je sais que j'élargis Sonia Sénébi-Raté, mais un contexte, Fernand Cuche, d'omnidétestation de tout le monde, par tout le monde, sur tous les sujets. Oui. C'est faux. Moi, je vois deux... C'est faux, me dit Léa Zucchinetti. Je vois 2 enjeux très importants pour essayer, à nouveau, de climatiser un peu la société, que ce soit un peu confortable et puis durable. Le premier obstacle, c'est l'obstacle des hommes, des femmes qui peuplent ce monde, à commencer par les pays industrialisés. Nous avons été, ces dernières décennies, quasi assujettis à un modèle économique dominant, qui est devenu de plus en plus dominant, qui agit sur l'ensemble de la planète. Et ce qui est dur à voir et à accepter,
et ça nécessite des introspections profondes, puis reconnaître, être lucide, il porte en lui la destruction de ce qui nous permet de vivre. Pardon. Ça veut dire, pour rejoindre Bertrand, ça veut dire que nous devons aller jusqu'à remettre en question le modèle économique dominant, puisque c'est lui qui nous amène aussi dans cette situation-là. C'est à partir du développement industriel qu'on a vu augmenter les parts de CO2 dans l'atmosphère et tous les effets. Et si on ne parvient pas, et c'est là, c'est primordial aujourd'hui, si on ne parvient pas à faire cette prise de conscience et lancer le débat, et tu disais que ça devrait être un débat permanent, eh bien, je pense qu'on passera à côté de ce qui pourrait permettre la solution et la climatisation de la société. Mais est-ce que, Nicolas Youtset, on peut entendre ce que nous dit Fernand Cuche, dans la mesure où... Ce que vous nous dites suppose une sorte d'absence d'idée que nous pouvons nous reprendre, quoi. Il nous faut de la lucidité. Que nous avons les moyens cognitifs humains de nous reprendre. Il nous faut de la lucidité pour reconnaître les uns et les autres que nous avons développé une société des impossibles et nous devons basculer dans une société des possibles. Je me suis mal exprimé. Ce que sur quoi je voulais vous lancer, c'est que ce système qui écrase, ce système qui porte en lui autant de damnation, c'est aussi le système qui a permis un développement humain à une vitesse grand V, qui a permis d'être capable de calculer ce que vous calculez et qui, sur la base de quel vous vous mobilisez pour sauver le monde. Donc est-ce qu'on n'est pas aussi dans un délire, et c'est ça le sens du délire, à détester tout ce qu'on a été capable de faire? C'est la grande difficulté. Si finalement on pouvait se débarrasser d'un système qui nous déplaisait et qui nous avait servi à rien, ce serait beaucoup plus facile de changer. Là, la grande difficulté, c'est que le système industriel a permis ce qu'appelle Angus Deaton la grande évasion. Donc la sortie de l'analphabétisme, la sortie de la mort dans les couches ou très jeune. Donc c'est-à-dire que l'espérance de vie a augmenté, la nutrition s'est également développée, le nombre de gens qui souffrent de la grande faim en proportion a baissé alors que la population mondiale a augmenté. Donc, il y a moins de morts dans les catastrophes naturelles aujourd'hui qu'à l'époque, on le dit. Surtout dans les pays développés. Donc c'est-à-dire que tous ces aspects positifs de la société industrielle, ils sont appelés à se développer, à être transmis aux autres pays qui luttent encore actuellement pour devenir plus riches. Et ce qui est intéressant, c'est que le système industriel qu'on dénonce parfois, il engendre parfois des inégalités grandissantes dans les pays, mais entre les pays, il y a un rapprochement. C'est intéressant, c'est-à-dire que les pays qui sont en voie de développement nous rejoignent dans un système où ils pourront mieux lutter aussi contre les conséquences du réchauffement climatique. Et je crois que le grand rôle des pays plutôt avancés, avec, je sais pas, la Suisse par exemple, le PFL, le PFZ, c'est aussi de développer des solutions technologiques ou techniques, ou culturelles également, ou politiques, pour que les autres pays puissent nous rejoindre et atteindre le même niveau de richesse. Et la richesse, ça ne doit pas être quelque chose qui peut être vu que sous l'aspect de l'appât du gain, mais aussi de l'évolution d'un meilleur système de santé, d'un meilleur traitement des eaux, d'une meilleure civilisation, d'une meilleure manière de vivre ensemble, et aussi une meilleure manière de vivre, tout simplement. Donc ce n'est pas quelque chose qui est lié à l'appât du gain, mais ces personnes ont le droit de mener leur grande évasion. Et finalement, si le modèle occidental se déteste au point de détruire le trône sur lequel il est assis, les autres en souffriront autant que nous. J'aimerais juste d'abord dire que les inégalités sont plutôt croissantes. Là, il y a des études bien faites. Oui, mais même globalement avec des ultra-riches. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Moi, j'aime bien la métaphore qui consiste à dire il faut qu'on change complètement la maison dans laquelle on habite, au fond, qui nous climatise, tout en habitant dedans. C'est-à-dire il faut tout changer, le toit, les murs, mais il faut qu'on continue à habiter dedans. C'est compliqué de changer un système pendant qu'il tourne. Les informaticiens, ça fait quelque chose. Qui veut reconstruire toute sa maison à la fin, il doit à peu près rien rester, mais il continue à habiter dedans. Et c'est ça, on n'a pas le choix. Et c'est ça qu'il faut penser. C'est très, très spécial. On ne peut pas construire une maison à côté puis aller y habiter, quoi. J'ai une question philosophique pour vous, pour terminer, parce que c'est la dernière émission, puis on a le droit. C'est la dernière de la saison, elle est pour vous, Bertrand Kieffer. Je me suis souvenu d'Albert Camus, grand homme parmi les grands hommes, humaniste parmi les humanistes, qui avait appris à découvrir au cœur de l'hiver de cette Europe destructrice un invincible été. Je me suis dit que c'était trop beau pour ne pas en parler ce soir. C'est fort comme image, cet invincible été qui nous meut. Et si cette invincible été devient synonyme de tous les maux, est-ce que c'est pas nous qui allons mourir avec lui, Bertrand Kieffer? Chez Camus, l'été, c'est ce qui fait rêver, c'est ces souvenirs d'orants, du coucher du soleil, de la lumière dorée. Et c'est pour lui le bonheur. Et je pense qu'il faut qu'on reste dans ce monde métaphorique. Il faut qu'on aime des images, des couchers de soleil, l'été, tout ce qui représente. On est entouré, regardez, couchers de soleil. Et oui, il faut qu'on l'aime. Mais le problème, il faut que l'été reste aimable et ne soit pas un truc détestable. Dans cette question, détester l'été, moi, je suis stupéfait qu'on ait pu poser cette question. Vous êtes quand même venu. Oui, je suis stupéfait. On en veut à l'été. Ouais. Et on n'en voudrait pas à l'humanité qui bousille petit à petit la planète, qui fait que l'été peut devenir nous détester. C'est ça la vraie question. Et il fait ce qu'il peut avec ce qu'on lui inflige.
Et moi, je crois qu'on devrait être encore reconnaissant que les saisons se donnent encore. Puis l'été, ce qu'on oublie, l'été, c'est la saison qui prépare aux récoltes. Et actuellement, notre alimentation dépend à 90% des sols. Les Ukrainiens en savent quelque chose. Ça pousse ou ça ne pousse pas. On en est là et il n'y a pas de plan B. Il faut rester sur ces terres-là. Et c'est pour ça que moi je dis vive l'été et il faut tout mettre en œuvre pour que cette saison-là qui nous apporte la nourriture, elle puisse rester belle et prospère. Alors on a presque fini, pas tout à fait, mais il est temps de prendre le pouls de vos angoisses, ou pas. À vous, chez vous, c'est le débrief de Mélanie Kampmeier. Merci. Bonsoir. Bonsoir Mélanie, salut Mélanie. Alors panique à bord de l'autre côté de l'écran ou pas tellement? Pas vraiment, en fait, beaucoup de gens n'ont peut-être pas compris le titre de l'émission. Je peux pas l'exclure même. Voilà, beaucoup nous ont dit qu'ils aiment beaucoup la plage, les vacances et l'été. Déjà qui, pour quand même la plupart, ne sont pas éco-anxieux. En tout cas, le changement radical ne passera pas par nos plateformes sociales, ça c'est sûr. On notera aussi avec cette thématique, et c'est intéressant, le grand retour des propos complotistes sur les réseaux sociaux qu'on avait entendus pendant le Covid. J'ai beaucoup lu de Bill Gates, du Soros et des merdias et des élites mondialistes. Bill Gates et Soros qui pilotent Sonia Stenemiratne comme chacun le sait, exactement. en ligne directe. Ils nous pilotent nous aussi, donc peut-être qu'on pourrait se retrouver tous ensemble. Donc je vous épargne ces messages, on va se concentrer sur les plus constructifs. Et ils étaient vraiment nombreux ce soir. Et je commence avec ce message de Paola Bernasconi qui nous écrit « Moi, j'aimais l'été, je l'attendais. Et maintenant, depuis quelques années, je le crains. La surmortalité est une donnée tangible. » Alors on l'a dit tout à l'heure, le GIEC ne peut pas garantir un avenir vivable si le pic de nos émissions n'est pas atteint en 2025 au plus tard. Et beaucoup de gens se demandent, en fait, ça veut dire quoi, Madame Stenemiratne, pardon. Ça veut dire quoi? C'est vous qui vous couchez, vous voyez. Oui, ben voilà. Moi, j'ai fait 55 minutes sans la faire. Ça veut dire quoi exactement, concrètement, en Suisse, un avenir invivable? Oui, en fait, ce qui est en jeu quand on parle de ce pic en 2025 et aussi de la diminution de moitié des émissions d'ici 2030, c'est est-ce qu'on arrive à stabiliser la température autour de 1,5 degré ou pas? Et donc, ce que le rapport du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degré a montré, c'est qu'en fait, au-dessus de 1,5 degré, les risques augmentent de manière très claire. Par exemple, on parle des fois de ces points de bascule. On ne s'attend pas, d'après la littérature, à ce qu'on atteigne un point de bascule au-dessous de 1,5 degré. Par contre, sur la base de certains articles, on peut s'attendre entre 1,5 et 2 degrés de réchauffement global, qu'il y ait plus de risques qu'on arrive à ces points de bascule. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, une déstabilisation globale du climat qui serait beaucoup plus rapide que ce qu'on a en ce moment. En ce moment, c'est plus ou moins linéaire, mais il y a certains changements qui pourraient avoir lieu très rapidement. Par exemple, si une partie de l'Antarctique fond extrêmement rapidement. Une exponentialité des choses. Concrètement, voilà, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des milliards de personnes qui vont vivre dans des zones inhabitables. Et elles vont aller où, ces personnes? Donc, on a littéralement des milliards de personnes dans les prochaines décennies qui vont être sur la route. Et ça veut aussi dire quoi? Ça veut dire que les paysans, leurs récoltes, elles vont mourir et qu'il n'y aura plus à manger. Et donc, quand il y a des famines et des migrations de masse, généralement, il y a des conflits armés. Donc, ça veut dire qu'en Suisse, ce ne sera pas un petit havre de paix tranquillement. Voilà, en plus des chaleurs mortelles et de toutes les autres catastrophes naturelles qui seront plus intenses et plus fréquentes. Voilà ce que ça veut dire. Helvetic Chris, lui, nous a écrit « Si tu n'as pas peur quand tu lis les rapports alarmants des scientifiques, c'est que tu n'as pas compris ou que tu es dans le déni. » Monsieur Youtset, je me demande si ça vous arrive vraiment, sincèrement, d'avoir des moments de peur. Bonne question, tiens. Quand j'ai lu les premiers rapports du GIEC, c'était, je ne sais plus maintenant, quelques années, c'est vrai que ça m'a effrayé de voir que le réchauffement climatique allait impacter négativement les gens qui étaient déjà dans une situation très dommageable. Et donc ça m'a attristé parce que finalement, on est dans une position plus ou moins privilégiée. Nous, on sait qu'en Suisse, que même si ça se réchauffe, finalement, on arrivera plus ou moins à s'adapter. Non, ça, c'est pas vrai. Ça sera dommageable, ce sera moins grave qu'ailleurs. Non, mais ça, on peut vraiment pas le dire. Ça, c'est très, très important de mentionner. On a cette fausse impression qu'en Suisse, on n'est pas du tout touché et c'est pas le cas. Non, je sais pas ce que je dis. Ce sera moins grave qu'ailleurs. On arrivera mieux à s'adapter. Il vaut mieux être en Suisse qu'en Maldives, quand même, dans le scénario du pire. Oui, mais il y a quand même des limites à l'adaptation, même chez nous. Et ça, c'est très important de le communiquer. Comme je disais auparavant, il y a des gens qui meurent ici du changement climatique aussi en Suisse. Et peut-être pour revenir sur la question de la sécurité alimentaire, la Suisse importe quand même la moitié de ses denrées alimentaires. Or, par exemple, à 2 degrés, en fait, on aurait beaucoup plus de risques que les différentes zones agricoles du monde soient touchées en même temps par les événements extrêmes. Donc la Suisse n'est pas épargnée. Guillermo Fernandez, lui, nous écrit « Nous avons juste perdu la raison, notre capacité à agir conformément à ce que nous savons,
à prendre nos responsabilités d'adultes, nous écrit-il. Monsieur Kiefer, un célèbre prix Nobel de chimie, nous avait dit après une émission ici même... Attention, vous mettez la virgule. Monsieur Kiefer, un célèbre prix Nobel de chimie. Non. Peut-être, on parle du futur, nous avait dit après une émission, en fait, que les enjeux liés aux défis climatiques devraient être chaque semaine notre sujet de débat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais en même temps, justement pour ne pas être que dans l'angoisse, en même temps, avec cette réflexion sur comment on reconstruit la société, comment on la reconstruit, mais aussi culturellement, mythologiquement, symboliquement, pour qu'on change notre manière de désirer, pour que ce qu'on désire ne soit pas toujours des objets de la consommation, qu'on désire autre chose, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et donc le débat devrait porter là-dessus, pas seulement sur chaque semaine dire... Et c'est pas à la rentrée, Bertrand. À la rentrée, un internaute nous écrit, pour la première fois depuis au moins 30 ans, il est impossible de planter la vigne dans ma région. La tarière n'arrivant pas à forcer, la machine à piquer n'arrivant pas à les planter. Monsieur Cuche, c'est prouvé en psychologie sociale, les premiers concernés par un sujet sont évidemment les premiers à s'en émouvoir. On parle des jeunes, des climatologues par exemple, pour le climat. Pourtant, les agriculteurs, qui sont aussi en première ligne, ne semblent pas être les plus grands fans des mesures climatiques et notamment des Verts. Vous l'expliquez comment? Alors, dans l'histoire du métier, jusqu'à il y a quelques années encore, on était habitués aux bonnes et aux mauvaises années. Puis l'un dans l'autre, on réussissait à compenser. On a des raisonnements qui tenaient sur 10 ans. On disait, voilà, il y a eu 2-3 mauvaises années, puis après ça s'est rattrapé, on a fait une abondance de récoltes, etc. C'était assez linéaire de pouvoir compenser dans les 2 ou 3 années qui suivent. Ce qui est différent maintenant, c'est que cette façon de voir, d'appréhender et de lisser sur les années, ça devient de plus en plus incertain et de plus en plus chaotique. Mais pourquoi pourquoi ne sont-ils pas les premiers à aller au front? Il leur faut poser la question à l'Union suisse des paysans, aux chambres d'agriculture. Ce sont des organisations conservatrices qui travaillent quasiment dans la main avec l'agrochimie. Et le défi des paysans, et qui ne sont pas là ce soir pour aller devant, il faut passer de l'agrochimie à l'agroécologie. Et fort heureusement, chaque année, c'est des dizaines et dizaines de plus de paysans et de paysannes qui vont dans ce sens-là, et je les félicite. Merci Fernand Cuche, merci à tous. Merci Mélanie. C'était votre dernière ce soir. Ouais, c'était ma dernière. Vous savez que Mélanie Kornmayer nous quitte à Infrarouge. Elle part voguer vers de nouvelles aventures, on peut dire ou pas? Bien sûr. Vous allez retrouver le dimanche à Mise au Point d'une manière ou d'une autre dans l'équipe de Mise au Point. Ça a été un bonheur de travailler avec vous, Mélanie. On avait envie de vous remercier avec Jean-Marc, qui est derrière vous. Et voilà, pour ces nouvelles années. Merci. À scruter les réseaux. On va alors faire des bisous et puis pleurer un petit peu. Juste 2, voilà. Ah non, 3. Allez, c'est bien. Merci Mélanie. Merci bon vent à vous. Merci à vous tous. Merci à vous chez vous. Infrarouge, c'est fini, non pas seulement pour aujourd'hui, mais pour la saison. On se retrouve le 24 août prochain à la même heure pour de nouvelles aventures. Merci à toutes les équipes qui font cette émission autour de nous, à vous tous, autour de moi depuis 5 ans. Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux et je ne vous le cache pas que ça fait plaisir. Voilà, tout de suite, les docs. Et la foire aux vanités qui, réchauffement ou pas réchauffement, se poursuit de plus belle sur Instagram et sur tous les réseaux. Excellente soirée sur la RTS ou pas. Et un très bel été à tous, quoi qu'il arrive.